Aujourd'hui, on va voir la différence entre l'amour conscient et l'amour toxique. L'amour toxique, donc, je veux parler du couple dépendant affectif. Si tu atterris ici, c'est que tu fais certainement partie de ces gens qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Tu apprécieras l'amour conscient plutôt que l'amour toxique, qui lui n'a pas conscience des enjeux psychologiques qui se jouent dans son couple. Bonjour, je suis Angélique, j'ai créé cette chaîne Épanouie Vie pour t'aider à récolter toutes les informations qui pourraient t'éveiller vers ce cheminement. Alors si tu veux me suivre, abonne-toi pour être notifié de nouvelles vidéos ou podcasts. Alors qu'est-ce que l'amour toxique? C'est vouloir répondre à un conditionnement de l'enfance pour se sentir aimé lorsque tu t'es senti rejeté. Par exemple, si tu étais récompensé lorsque tu avais été gentil ou à l'inverse puni lorsque tu avais été désobéissant, en gros, l'amour de tes parents dépendait de ton comportement et du jugement qu'ils en donnaient. Leur démonstration affective dépendait de ce qu'ils voulaient obtenir comme comportement de toi. Il est fort à parier que si aujourd'hui tu réponds à des stimuli pour avoir ta récompense, celle d'être aimé, c'est que tu doutes d'être aimable et que cela dépend également de ton estime de soi. En fait, tu rejoues ce que tu as vécu pendant ton enfance. Cet amour dépend d'un tas d'autres facteurs, bien évidemment. C'est comme cela que l'on peut devenir dépendant affectif. Et se mettre au service de l'autre, être dans la soumission, c'est une autre forme de dépendant affectif. C'est lorsque l'on était enfant, tu as ressenti le sentiment d'abandon. Et aujourd'hui, pour éviter que ce sentiment se reproduise à nouveau, tu feras tout pour contrôler la situation et faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Cette petite présentation est bien entendu trop courte pour définir les relations toxiques et j'ai listé quelques comportements de couple toxiques. Alors n'hésite pas à mettre le podcast en pause pour cocher mes propositions. Parmi ces comportements, on peut noter lorsqu'on est dans le contrôle, donc la jalousie, la possession, le contrôle. L'autre devra penser et agir comme toi afin que tu te sentes toi en sécurité. Donc tout est son contrôle quand tu fais ça. Pour cela, tu utiliseras la force ou la manipulation mentale, le chantage, la menace. Tu rendras l'autre coupable ou de son mal-être. Tu peux avoir peur de le perdre, tu deviens isolé, tu perds tes amis, ton entourage, on ressent une pression. La peur est ne pas oser s'exprimer sur ce qu'on ressent, alors qu'on devrait pouvoir s'exprimer librement avec l'autre. Tu devras te conformer à ses attentes, sinon il te punira. Alors comment? Par exemple en boudant, ou par la violence physique, ou à l'inverse, il te récompensera. Comment? Par des cadeaux qui évidemment sont sous certaines conditions, tu te sentiras redevable. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi affectivement, il utilise encore le système de récompense-punition que l'on a maladroitement utilisé avec les enfants. Donc la relation toxique, en gros, c'est le terrain des agressions, des joutes verbales, de la soumission, les jeux de pouvoir. Il faut se battre pour exister, pour que l'ego se sente en sécurité. On porte des masques pour ne pas froisser l'autre ou donner l'apparence d'être en public quelqu'un qui ne correspond pas à ce que l'on vit intérieurement. On culpabilise l'autre lorsqu'on n'obtient pas gain de cause ou à l'inverse, on couvre l'autre, même lorsqu'on n'approuve pas par peur d'être rejeté. Alors voilà, as-tu relevé plusieurs de ces comportements dans ton couple? Voilà en tout cas un couple qui semble bien matcher ensemble, le soumis et le contrôlant. C'est-à-dire que tant que chacune de ces parties répond à l'autre, ça fonctionne. Si tu as peur de ne pas être aimé, tu répondras et approuveras tous les besoins de l'autre. Si tu as peur d'être abandonné, tu choisiras un autre qui répondra à tes injonctions pour ne pas être rejeté. C'est une relation d'offre et de demande, de manque et de besoin. Il est évident que tout cela se joue dans la sphère inconsciente du couple. Et tant que ce jeu psychologique répond aux peurs et à la sécurité de chacun, il peut fonctionner durablement. À toi de réfléchir dans ce modèle si tu peux t'y épanouir. Alors parlons à présent du couple conscient. C'est celui où chacune des parties a conscience de ses blessures d'enfance. Il fait confiance à ses ressentis en ayant conscience de ses peurs. Il ne demande pas de la sécurité à l'autre, mais à
appris à prendre sa part de responsabilité. Son bonheur ne dépend donc pas de l'être aimé. Il est à l'aise pour exprimer ses émotions, ses peurs, sans craindre de se confier. Ils s'aident à grandir mutuellement sans se nourrir de la peur de l'autre, mais en favorisant un terrain d'expression, d'écoute, bienveillante, sans jugement, sans se servir de ce qu'il sait de l'autre pour le manipuler, ni pour obtenir des manques et des besoins. Chacun a conscience de ses enjeux et est capable de prendre le recul nécessaire sur l'émotion pour ne pas attaquer l'autre, pour ne pas culpabiliser l'autre. Il ne fonctionne donc pas dans l'ego, celui qui veut toujours avoir raison. Ils ne sont pas dans des guerres de territoire pour savoir qui a raison ou qui a tort. Et même s'il n'y a pas conscience sur tout, ils grandiront ensemble parce qu'ils fonctionnent dans l'humilité, la bienveillante, être à l'écoute de l'autre, chercher à comprendre l'autre plutôt que de le juger. Et lorsqu'il comprend l'autre, il peut choisir de lui rendre sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas jouer au sauveur. Sauf si l'autre lui demande de l'aide, celle-ci ne va pas jouer la victime ni se faire assister. Donc c'est vraiment une autre façon de procéder où chacun garde sa responsabilité, où on peut s'entraider sans être dépendant. C'est plutôt une collaboration, je dirais. Alors comment on en arrive là ? D'abord, lorsqu'on ressent un malaise, ne pas accepter l'inacceptable. Et si c'est possible, c'est un travail à faire sur soi. Et il faut mettre son ego de côté, c'est-à-dire reconnaître que l'on est co-responsable d'un sabotage. Il faut travailler sur sa responsabilité uniquement. Et si l'autre n'est pas demandeur à se remettre en question, c'est que peut-être il a des avantages. En effet, celui qui contrôle a besoin de son objet de soumission pour sentir que tout est sous contrôle. Il se sent bien ainsi et rien ne lui pose problème. Donc il aura plus de difficultés à reconnaître sa part de responsabilité. Il sera plutôt dans une démarche de l'ego et prouver qu'il a raison. Et quant à celui qui souffre, s'il reste dans la victimisation, il croit toujours que l'autre est responsable et s'empressera de trouver un autre sauveur. Donc il faut apprendre à vivre seul, reconnaître sa part de responsabilité, faire preuve d'humilité. Il est plus facilitateur de faire appel à des mentors, des coachs qui auront le recul que vous n'avez pas. Avec leur expertise, ils montreront le doigt sur vos schémas récurrents. Ensuite, lorsque tu auras fait ce travail, eh bien cela se verra, c'est-à-dire que cela se manifestera par ton comportement, tes valeurs, ta conscience, différente de l'énergie de la peur. Plus personne n'aura de pouvoir sur toi puisque tu ne vis plus avec la peur d'être rejeté. Tu n'auras plus de besoin de contrôler pour te sentir puissant et aimable puisque tu n'auras plus la peur d'être abandonné. Donc ce que tu manifestes sera différent et est attiré par toi. Si tu manifestes de la peur, tu attires quelqu'un qui va en profiter. Si tu es contrôlant, tu te sentiras plus en sécurité auprès de quelqu'un qui répondra inconditionnellement à toutes tes attentes. Donc si tu ne manifestes plus de peur ni de contrôle de ce type, tu seras plus détaché du résultat. Alors même si ce n'est pas vital, je parle de la sécurité, te voilà prêt à partager ton amour de la vie avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit conscient. Alors reste jusqu'au bout du podcast pour la lecture de ce qui suit. Je te dis à très bientôt et coach-moi autre.